Eh bien, bienvenue à tous sur ce live classroom. Du coup, nous sommes en direct avec Lucas Lachaud, donc représentant de la société de fabrication d'imprimantes Formlabs. Nous sommes en direct pour un live spécial confinement, comme nous l'avons vécu depuis le début de la semaine. Tout le monde est en grande partie à la maison et on est là pour une bonne heure ensemble, de manière à pouvoir mieux comprendre la technologie d'impression 3D résine et c'est là, et de pouvoir échanger en direct avec le fabricant à travers Lucas. Nous allons répartir ce temps ensemble par on va dire une vingtaine de minutes pour que Lucas puisse nous présenter la technologie et qu'on puisse laisser un temps de questions et d'échanges par la suite. Ce live est diffusé donc pour l'ensemble des utilisateurs de la plateforme F3D e-learning et également ouvert à tous dans le cadre du confinement. Ce live sera du coup également en replay sur YouTube et vous pourrez le partager bien entendu autour de vous. Lucas, je vais te laisser un temps de parole et je modérerai les questions donc à la fin de ton propos. Je vous propose de garder les micros et les webcams fermés le temps de la présentation de Lucas et de réactiver tout ça au moment des échanges. Parfait, merci Florian. Alors en effet, j'imagine que tout le monde est à la maison. Pour moi, c'est une des seules interactions sociales que j'ai cette semaine, donc je vous cache pas que je vais en profiter. Donc si vous avez des questions, surtout Excellent. n'hésitez pas. Surtout n'hésitez pas. Donc alors je vais commencer par partager mon écran. Alors attendez, laissez-moi une petite seconde. Euh, alors je reviens tout de suite sur l'application. En attendant, je vous propose d'utiliser la zone de chat. Vous pouvez nous faire un retour sur vos équipements. C'est Ok. toujours intéressant de savoir si vous êtes équipé de la technologie. Donc, allez-y, commentez, indiquez votre, votre usage de l'impression 3D et savoir si vous êtes équipé de technologie résine, SLA ou autre. Comme ça, on pourra davantage vous connaître. Ok. Parfait. Donc moi, je vais partager mon écran. Je ne sais pas si tout le monde le voit à présent. Ce que je vais faire, c'est Oui, ça. parfait, Ouais, c'est impeccable. parfait. Ok. Ok, bon, on va commencer. Du coup, je me présente. Je suis Lucas. Je travaille pour Formlabs en France. Mon rôle, c'est voilà, de faire en sorte que la marque rayonne sur le marché français. Je suis là aussi pour apporter tout le contenu nécessaire au marché, aux utilisateurs, et aussi voilà, gérer le réseau de revendeurs français et faire en sorte que tous les acteurs liés avec Formlabs puissent vous apporter les réponses concrètes à vos applications et à vos besoins. Du coup, aujourd'hui, le thème de la présentation, ça va être vraiment la présentation de la technologie stéréolithographique en collaboration bien évidemment avec notre partenaire F3DF. La manière dont va s'articuler cette présentation, donc je vais vous faire une présentation sur ce qu'est la SLA, la technologie. On va parler un peu de chimie dans cette partie. Ensuite, je vais vous montrer les avantages et les inconvénients de la présentation, de la technologie, pardon. Et enfin, je vais parcourir 3 cas d'application d'utilisateurs des solutions Formlabs avec des applications différentes, et ça va être intéressant ensemble de voir quelles sont ces applications et potentiellement voilà, poser des questions par rapport à ces dernières et par rapport aux utilisations des solutions Formlabs. Alors, que veut dire du coup stéréolithographie? Je ne sais pas si tout le monde le sait. Donc stéréolithographie, enfin SLA, ça veut dire stéréolithographie apparatus. C'est un brevet, en tout cas le premier brevet qui a été déposé sur la technologie, c'était en 1984. Donc ce qui fait que la SLA est la première technologie de fabrication additive qui a été brevetée. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, en effet, on pense que le FDM, c'est la technologie qui existe depuis le plus longtemps, mais c'est pas faux, enfin c'est pas vrai. Le FDM, c'est la technologie qui est la plus démocratisée, mais c'est pas la technologie la plus ancienne. Et le principe, bien évidemment, donc de la technologie stéréolithographique, c'est de solidifier une résine qui est photosensible avec un laser UV et qui va dessiner la forme de l'objet.
Et comme vous le voyez sur la présentation, là, on a une des premières machines en stéréolithographie qui existait. Et comme vous le voyez à droite, le petit schéma, donc c'est vraiment en fait le laser qui était au-dessus du bain de résine, contrairement aux technologies qu'on connaît maintenant. Et en fait, le plateau venait descendre. Donc ici, je ne sais pas si les gens voient ma souris, mais en tout cas, vous avez un plateau qui descend. En fait, ça descendait couche par couche. Et en fait, le laser venait taper la surface de la résine. Et en fait, une fois que l'impression était finie, le plateau remontait. Donc il y avait une espèce de cascade de résine. Et ensuite, vous aviez votre objet. Donc ça, c'était pour les premières machines de stéréolithographie qui étaient apparues. Et si on se penche un peu plus sur le principe en lui-même, il va falloir qu'on parle d'un peu de chimie. Donc en fait, là j'ai pris l'exemple des résines Formlabs, qui sont en fait des résines des résines photosensibles, qui ont en fait les mêmes bases. C'est-à-dire que dans ces formulations de résine, ce qu'on va retrouver, c'est des monomères, qui sont des substances organiques. On va retrouver des photoinitiateurs, donc qui sont des constituants de l'encre UV qui vont déclencher la réaction de polymérisation. Ça, je vous l'expliquerai juste après. Ensuite, dans ces résines-là, ce qu'on va ajouter, c'est des additifs, donc qui peuvent être soit visuels, soit fonctionnels, c'est-à-dire que vous allez retrouver soit une certaine couleur, un certain pigment, soit vous allez retrouver en fait des additifs qui vont vous permettre de retrouver des propriétés mécaniques spécifiques. Et là, on va parler de résistance à la chaleur, on va parler de résistance mécanique à la traction, à la flexion, etc. Et enfin, dans ces formulations-là de résine, dans la stéréolithographie, on a des bloqueurs qui sont en fait des substances qui vont freiner la pénétration des UV dans la formule. Et ça, c'est super important parce que ça va nous permettre de contrôler en fait le principe de polymérisation. Et donc, du coup, faire en sorte que le matériau polymérise de manière optimale et qu'on puisse retrouver toutes les propriétés mécaniques du matériau par la suite. Alors, si on regarde un peu plus le monde des polymères, donc mère c'est partie, unité, et donc poly c'est plusieurs. En fait, les polymères, ça va être des monomères, donc des substances organiques qui vont venir se lier entre elles par une réaction chimique. Là, en l'occurrence, la réaction chimique, elle va se faire par les photoinitiateurs qui sont sensibles aux UV. Et donc, du coup, ces monomères, quand ils vont être exposés aux UV, les photoinitiateurs vont se coller à eux. Et en fait, ils vont réaliser des chaînes entre elles et vont se former entre elles pour réaliser des chaînes. Et c'est là où on va parler ensuite de polymères. Et donc, du coup, on pense déjà au fait qu'en effet, voilà, d'une résine, d'une résine liquide, on va atteindre un état solide par cette réaction chimique de monomères qui vont se lier entre eux. Et donc, du coup, comme je vous le disais, donc l'énergie de la lumière va lier les monomères et donc formant des chaînes plus longues. Et en fait, on retrouve à gauche un schéma de monomères polymères qui ne sont pas liés entre eux. Et en fait, le fait d'être exposé aux UV va lier ces chaînes entre elles et créer des plus grandes chaînes et donc du coup solidifier la résine liquide. Et donc du coup, voilà, pour résumer, enfin en tout cas le principe de polymérisation, c'est celui-là. C'est de passer d'un liquide à un état solide, et ce solide va avoir différentes propriétés mécaniques. Donc pour être clair, quand on parle de polymérisation, on parle toujours en tout cas dans la SLA et dans les solutions d'impression 3D SLA, on va parler d'exposition UV. On ne va pas parler de chaleur. Là, la chaleur ne va pas rentrer en compte dans le principe de polymérisation. Certaines machines vont chauffer en fait la résine pour rendre le matériau un peu plus apte à la polymérisation. Mais en aucun cas, la chaleur ne va jouer dans le principe de polymérisation, dans les machines d'impression 3D stéréolithographiques. On a d'autres principes de polymérisation qui se font par la chaleur, mais là, en tout cas, quand on parle d'impression 3D SLA, la chaleur ne joue pas dans le principe de polymérisation. On a d'autres principes de polymérisation par vulcanisation, comme pour les pneus, etc. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas pour les principes d'impression 3D. Et donc, du coup, ça nous amène à présenter deux types de plastiques qui sont les thermoplastiques et les thermodurcissables. Donc, pour faire un rappel, les thermoplastiques, c'est des plastiques qui peuvent être fondus par la chaleur et solidifiés indéfiniment. Et là, c'est ce qu'on retrouve notamment en FDM ou alors dans l'industrie, dans l'injection plastique où on a des copeaux qui sont fondus ou qui peuvent être réutilisés.
Donc ça, c'est les thermoplastiques. Et les thermodurcissables, c'est des plastiques qui se solidifient suite à une réaction chimique. Et une fois solidifiés, leur état est irréversible. Et là, en l'occurrence, pour ce qui est des résines photosensibles en stéréolithographie, ce sont des thermodurcissables. Donc une fois que ces pièces sont polymérisées, vous ne pouvez pas les repasser en état liquide et les réutiliser. Donc ça, c'est important aussi de le savoir. Et donc du coup, là, je vous donne un exemple de chemin optique en stéréolithographie inversée, qu'on retrouve notamment dans la plupart des technologies d'impression 3D, SLA, de bureau ou non. Et en fait, vous allez avoir un laser qui va, par un jeu de miroir, polymériser la résine. Et en fait, vous avez la plateforme de fabrication qui va venir descendre dans le bain de résine. Et comme je vous l'ai montré en début de présentation, ce n'était pas le cas. Avant, on était sur de la stéréolithographie normale. Et là, on appelle ça de la stéréolithographie inversée. Alors voilà, ça c'était un aperçu de la technologie et comment fonctionne la technologie. Et donc du coup, moi, ce que je vais vous montrer à présent, c'est les avantages et les inconvénients de la technologie par rapport à d'autres. Donc les avantages, vu qu'on est sur un laser qui est souvent d'un diamètre qui est vraiment très fin, euh, sur, euh, sur la forme 3 par exemple, on a 80 microns de diamètre, on va avoir vraiment une netteté et une précision qui sont comparables quand on est vraiment au plus précis de la machine, au plus précis en termes d'épaisseur de couche, donc 25 microns. On peut se rapprocher de la qualité de pièces qui sont proches de pièces injectées. Vous avez un laser qui va venir dessiner la couche, couche par couche. Et donc, du coup, ce laser-là, généralement, voilà, il a un diamètre qui est vraiment très fin. Donc, du coup, vous allez retrouver une qualité en état de surface et en finition qui est incomparable sur le marché par rapport à d'autres technologies. On le compare à du FDM. En effet, en termes de qualité d'impression, vous voyez bien qu'on a moins en SLA, on a moins ce principe de stratification, même si on le retrouve hein, dépendant de l'inclinaison de la pièce à l'impression ou encore de la géométrie de la pièce. Mais en tout cas, cette stratification est vraiment moins notoire en fait sur le principe de stéréolithographie. Ensuite, ce qu'on va retrouver, ça va vraiment être des détails qui sont très fins. Quand on va parler de motifs qui sont négatifs ou positifs, et là on le voit en l'occurrence sur une pièce qui a été imprimée en SLA, vous allez retrouver un aspect de surface qui est net et vous allez pouvoir en fait texturer, on va dire, vos surfaces. Et ça, c'est quelque chose qui est atteignable avec la stéréolithographie et pas forcément atteignable avec d'autres technologies. Là, en fait, on a fait une comparaison de deux impressions qui ont été imprimées avec Forme 2 et Forme 3. Et ce qui est intéressant avec cette technologie-là, c'est que vous allez pouvoir réaliser aussi des pièces qui sont translucides. Alors, je ne dis pas que la technologie SLA est supérieure à d'autres. Je dis juste que pour certaines applications, la SLA est plus pertinente. Et en l'occurrence, quand vous voulez faire des géométries complexes ou des détails fins, en effet, ça fait sens. Si là, en l'occurrence, vous voulez faire des pièces qui sont translucides, ben, vous allez pouvoir retrouver ça avec certains matériaux qui sont disponibles. Et la translucidité, c'est quelque chose que vous allez pouvoir atteindre avec la stéréolithographie. Là, en l'occurrence, donc je vous le disais, on a fait une comparaison d'impression entre forme 2 et forme 3. Donc la forme 2, vous allez retrouver à gauche une pièce translucide. Forme 3, en fait, utilise un procédé qui est le LFS, donc qui a des moindres forces qui sont exercées sur la pièce au détachement. Et donc, du coup, vous allez pouvoir retrouver encore plus de translucidité sur vos impressions. Après, si vous voulez vous rapprocher de pièces qui sont translucides, proches du plexiglas ou des choses comme ça, on a aussi, nous, des, euh, comment dire, des guides qui vous permettent de retrouver ça. Ensuite, ce qui est intéressant sur la SLA, c'est en fait, le choix de matériaux qui sont disponibles. Vous allez avoir des matériaux qui sont pour faire du volume, pour valider une pièce, pour faire plusieurs itérations en une fois. Ça va être vraiment pour du prototypage pur et dur. Et par contre, ce que les gens ne savent pas forcément, c'est qu'en SLA, on a quand même une gamme de matériaux qui sont à haute performance. Alors, on a haute performance, c'est-à-dire qu'on va retrouver des pièces qui sont à haute, résistance à haute température. Vous allez avoir des pièces qui sont proches en termes de propriétés mécaniques, hein, des matériaux qui sont proches de l'ABS, qui sont proches du polypropylène. Donc,
Ce qui est intéressant, c'est que là, pour les solutions qui sont actuellement sur le marché, vous allez pouvoir retrouver un large choix de matériaux avec une seule et même machine. Donc ça, c'est intéressant pour vous et pour ceux qui souhaitent en fait avoir plusieurs applications avec la même machine. On retrouve aussi voilà, des applications pour faire de de la fonte à cire perdue, des résines qui sont calcinables, des résines qui sont proches du polypropylène. Donc vraiment, dépendant de votre application, dépendant de ce que vous voulez faire, si du prototypage, de l'outillage, des pièces mécaniques, du posage, vous allez pouvoir avoir la réponse à votre question là-dessus. Donc là, en fait, je vous montre ce qui est possible de faire avec la SLA. On retrouve aussi du dentaire, c'est-à-dire qu'on a des matériaux qui sont biocompatibles. C'est-à-dire que vous allez pouvoir imprimer directement des matériaux biocompatibles, classe 1, classe 2A. Donc, ce n'est pas des choses que vous allez pouvoir implanter dans le corps, mais c'est des choses qui vont être en contact avec les muqueuses ou en contact avec la peau et qui sont certifiées par le monde médical. Et enfin, je vous le disais, on a aussi d'autres matériaux pour des applications qui sont, elles, plus liées à l'ingénierie ou à la joaillerie. Ce qui est intéressant avec la stéréolithographie, c'est que la SLA elle produit des pièces étanches. Donc, dépendant de votre application, bah, vous allez, oui ou non, comment dire, appréhender ou en tout cas accepter ce paramètre. Et c'est-à-dire que, bah, comparé à d'autres technologies, et je pense notamment au FDM où on a ce principe de posage couche par couche des pièces, là en stéréolithographie, on est vraiment sur un procédé chimique. Et comme je vous l'expliquais en début de présentation, le principe de polymérisation, il se fait pas couche par couche, il se fait dans tous les sens. C'est-à-dire que les pièces, elles vont se polymériser de haut en bas, de droite à gauche, enfin vraiment dans tous les angles. Et donc du coup, c'est pour ça que les pièces, elles vont être vraiment beaucoup plus solides, enfin beaucoup plus dures que des pièces en SDM, enfin, dépendant aussi des matériaux, bien évidemment. Mais vous allez retrouver du coup une étanchéité qui est complète sur les pièces qui sont produites en SL. Oups, je vais en arrière. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que les pièces, elles sont hautement isotropes. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce que veut dire le principe d'isotropie, mais une pièce qui est isotrope, c'est-à-dire qu'elle a les mêmes propriétés mécaniques, peu importe l'angle de fabrication. Et donc, du coup, quand on a ça en tête, bah, on voit que le principe de FDM, en fait, c'est des pièces qui sont réalisées couche par couche, mais les couches, elles sont toujours sur l'axe, enfin, en tout cas, toujours déposées sur l'axe Z. Donc, du coup, les pièces n'auront pas les mêmes propriétés mécaniques si on exerce une contrainte en haut de la pièce ou si on exerce une contrainte sur le côté de la pièce. Et ça peut jouer pour certaines applications. Et en l'occurrence, la stéréolithographie, vu que le principe de polymérisation se fait dans tous les sens de la pièce, vous allez retrouver des pièces qui sont isotropes. Et ça peut être intéressant en effet pour vous, pour certains cas. Alors je regarde juste ici. OK. Ensuite, les inconvénients de la technologie. Alors, je ne sais pas si tout le monde est déjà au courant de la technologie, mais en tout cas, il est bien de rappeler que le gros défaut majeur de la technologie, ça va être le temps d'impression. C'est-à-dire que vu qu'on est sur un laser qui va venir dessiner la pièce, forcément, il faut que le temps que le laser passe à dessiner la pièce, et on est sur des temps d'impression plus longs quand on les compare à du DLP, où là, le DLP, ça flash complètement la couche en une fois, et donc du coup, ça va beaucoup plus vite. Donc là, on a comparé des temps d'une pièce exactement identique pour différentes technologies. En effet, le DLP, c'est beaucoup plus rapide. Alors là, à rappeler, ce qui est intéressant en fait, en FDM, quand on compare le temps d'impression FDM et SLA, le SLA, si vous mettez la même pièce sur un plateau de fabrication, on va dire que vous avez 5 fois la même pièce, le temps d'impression ne sera pas proportionnel. Alors qu'en FDM, c'est le cas. Vous avez 5 pièces, bah, du coup, le temps d'impression, bah, 5 fois la buse va passer pour faire la pièce. En SLA, bah, vu que vous avez 5 pièces, mais que le laser, il passe une fois sur le plateau de fabrication, bah, il va la réaliser une fois, et donc du coup, ça va être, en tout cas, ça ne sera pas proportionnel. Donc, ça veut pas être, enfin, si vous faites une pièce en 1 heure, en SLA, ça ne veut pas dire que 5 pièces, ça prendra 5 heures. Voilà. Ensuite, l'inconvénient, c'est que en fait, les matériaux sont formulés pour simuler la fonction de certains thermoplastiques. Ça veut dire que ce n'est pas des vrais thermoplastiques. Et c'est pour ça qu'on parle jamais
d'ABS ou de polypropylène en stéréolithographie, quand on parle de matériaux bruts, mais on parle toujours de résines qui ont les mêmes propriétés mécaniques, c'est-à-dire que ce ne sont pas des thermoplastiques purs et durs. Ce sont toujours des formulations qui permettent de créer des pièces solides. Donc, enfin, ce sont des thermodurcissables, mais par contre, ce ne sont pas des thermoplastiques. Donc, on ne peut jamais parler de résine polypropylène ou de résine ABS. Voilà. En fait, ce qui est intéressant par la suite, voilà, c'est que quand on compare des technologies différentes, on va comparer le temps de travail sur chaque technologie. Et là, ce que je vous ai fait, en fait, c'est que je vous ai comparé le temps d'impression, de lavage et le temps de détachement des supports. Et donc, vous avez un comparatif ici du SLA, DLP, FDM et SLS. Et ce qui est intéressant, c'est que peu importe en fait le temps d'impression, ce qu'il faut prendre en considération, c'est tout. C'est en fait ce que vous allez prendre comme temps pour configurer la machine, l'impression, et le temps que vous allez avoir pour traiter l'ensemble des pièces. Donc on va avoir en SLA ce qu'on appelle le lavage, c'est-à-dire qu'une fois que votre pièce est sortie de votre imprimante, elle est dans un état vert, c'est-à-dire que vous n'avez pas les propriétés mécaniques qui sont au plus haut, et vous allez avoir une fine couche résiduelle de résine qui va être sur votre pièce. Donc on va vous demander de laver vos pièces pour enlever cette couche résiduelle de résine et pour faire en sorte de pouvoir polymériser ensuite les pièces de manière optimale. Donc ça, c'est la première étape, c'est le lavage. Ensuite, on a le traitement UV, en effet, parce que, comme je vous le disais, les pièces n'ont pas toutes les propriétés mécaniques et il faut passer par un four UV pour post-polymériser les pièces, avoir un aspect de surface qui est sec et retrouver toutes les propriétés mécaniques des matériaux que les constructeurs vous énoncent dans leur fiche technique. Et ça, c'est une étape importante. Si jamais on parle de matériaux techniques où vous voulez retrouver une tenue, en tout cas une résistance à la chaleur, ou si vous voulez retrouver une résistance au choc, comme peuvent le permettre certains matériaux en SLA. Et donc ça, c'est ce que je vous dis. Ça, c'est un exemple que Formlabs propose. En fait, on vous montre que un matériau doit avoir un certain temps de post-traitement à une certaine température pour pouvoir retrouver toutes les propriétés mécaniques du matériau. Et Formlabs, nous, on propose ça à chaque matériau. En fait, on vous dit quelles sont les mesures à prendre, en tout cas les temps de polymérisation à avoir pour retrouver les propriétés mécaniques des matériaux. Et enfin, en fait, quand on compare aussi les temps de travail, ce qu'on va comparer, c'est le temps de détachement des supports, dépendant des technologies. Là, je vous ai montré, là, je vous montre par exemple en SLS qu'on va prendre en considération. Enfin, le SLS, je ne sais pas si tout le monde le connaît, mais on utilise de la poudre de nylon. Une fois que vous retirez la pièce, en fait, elle est dans une chambre qui est pleine de poudre. Et en fait, vous devez dépoussiérer votre pièce pour retrouver en fait votre travail. Et donc, du coup, ça peut prendre pas mal de temps. En FDM, on a aussi des supports soit qui sont solubles, soit que vous devez détacher. Et dépendant de la technologie, il se peut que parfois ça casse pas, ça peut être long. Il y a des bouts de la pièce qui pètent avec les supports, donc c'est un peu compliqué. En SLA, c'est pareil. Pour certaines, pour certaines, pour certaines comment dire, pièces, ce que vous allez faire, c'est que vous allez devoir créer des supports. C'est-à-dire que vous allez incliner votre pièce parce que vous voulez avoir comment dire, un angle qui est parfait pour comment dire, euh, pour en fait diviser la force qui est exercée, ou en tout cas répandre la force qui est exercée sur la pièce. Et c'est généralement pour ça que vous avez souvent des pièces qui sont inclinées en SLA. Et en fait, vous allez créer beaucoup de supports. Et donc, du coup, ces supports-là, pour les enlever, ça va vous prendre du temps. Vous allez pouvoir gérer la création de supports grâce au logiciel de préimpression. Donc, ça, c'est aussi des choses que Formlabs vous propose. Mais en tout cas, voilà, en SLA, en tout cas, vous allez toujours avoir, dans, je dirais, 95% des cas, vous allez avoir une création de support qui va être pas obligatoire, mais en tout cas meilleure pour respecter en tout cas la géométrie de votre pièce. Donc du coup, voilà, vraiment ça, c'est vraiment important et je vous conseille de prendre ça en considération si vous considérez des différentes technologies, c'est de prendre en considération en effet le temps de post-traitement et le temps de nettoyage des pièces parce que c'est quelque chose aussi à prendre en considération. Beaucoup de constructeurs vous vantent les mérites d'une technologie qui est très rapide, mais il faut aussi prendre en considération l'ensemble de l'écosystème pour être au plus à même
d'avoir le moins de travail en fait à faire pour avoir votre pièce finale. Voilà, donc ça c'est une vue de la technologie, de ses avantages et de ses inconvénients. Je pourrais répondre à vos questions juste après, hein, sans problème, si vous en avez, et je vous invite à les poser. Comme ça nous fera échanger en ces temps difficiles de confinement, ou pas, hein, pas difficile. Mais voilà, en tout cas, voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer des cas d'application. Je vais vous montrer 3 cas d'application avec Formula. Je vais essayer d'aller vite pour avoir le temps de répondre à toutes vos questions. Donc, le premier, c'est Gamebuno. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, c'est une entreprise française qui développe en fait une console portable sur lesquelles vous allez pouvoir retrouver des jeux qui sont un peu old school. Et Gamebuno, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est ils ont fait tout leur prototypage avec avec la résine clear de Formlabs avant d'envoyer en fait avant d'envoyer les pièces en injection plastique. Et donc, du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé la forme 2 pour faire des principes d'itération. Et en fait, ils avaient besoin d'un matériau qui était translucide parce que leur produit final était comme vous le voyez à droite. Et donc, du coup, ça leur a permis en fait d'avoir une mise sur le marché et un développement de produits beaucoup plus rapide que s'ils avaient dû passer par un service bureau. Donc, ils ont eu un délai réduit, ils ont eu des temps, enfin, un délai de mise sur le marché réduit. Forcément, ils ont baissé leurs coûts parce qu'ils n'avaient pas à passer par des prestataires. Et en plus de ça, ils avaient en fait la compétence, eux, en interne avec de l'impression 3D, donc ils ont pu facilement appréhender la technologie. Et en fait, ce qui est intéressant de voir ici, c'est que vraiment c'est la SLA qui était la réponse à leurs besoins, parce que justement, ils avaient cette translucidité qu'il était possible d'atteindre. Ensuite, ce qui est intéressant ici dans ce cas d'application, donc c'est Holymaker. Holymaker, on est en train vraiment de travailler avec eux, car en fait, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont développé une presse à injection manuelle dans lesquelles en fait ils peuvent injecter du polypropylène, du polyéthylène, plein de matériaux en fait qui répondent à beaucoup d'applications. Ce qui est intéressant en fait, c'est que eux, ce qu'ils proposent, c'est que l'injection plastique, enfin, en tout cas, démocratiser l'injection plastique et faire en sorte qu'on n'ait pas besoin d'avoir une presse à injecter je sais pas moi, de 1000 tonnes pour pouvoir en effet injecter du plastique. Donc en fait, eux, ce qu'ils ont fait, c'est que on leur a imprimé des moules en résine haute température. Donc la résine haute température qui peut atteindre en fait une résistance à 239 degrés en température de fléchissement sous charge. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est ils ont imprimé le moule que vous voyez ici en bas à gauche de la présentation avec une résine de chez nous, de chez Formlabs. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont imprimé un outillage qui servait à en fait monter la presse elle-même, ou en tout cas faire de la maintenance dessus. Et du coup, vous retrouvez l'outillage ici à droite qui a été injecté. Et comme vous le voyez, en fait, ce qui est intéressant, c'est que je n'ai plus les détails techniques, mais je pourrais vous les donner pour ceux que ça intéresse. Les détails techniques de la température à laquelle le matériau, donc là en l'occurrence c'est du polypropylène, la température à laquelle il a été injecté, mais je pourrais vous le retrouver. Et en fait, ils ont injecté l'outil, ils ont pu faire une série pour l'instant de 30 pièces. Et pour l'instant, le moule n'a pas été endommagé. Il faudra que je reprenne des nouvelles à ce niveau-là. Mais en tout cas, là, c'est un cas d'application en injection plastique. Alors, nous, on ne dit pas que les moules en polymère vont substituer les moules qui sont réalisés en, en usinage, mais par contre, ça permet de faire des tests d'injection, de regarder comment se comporte l'injection dans le moule, et ensuite pouvoir envoyer l'ordre à vos sous-traitants. Euh, En tout cas, ce qui est intéressant ici, c'est que en fait, l'impression 3D SLA, elle permet en fait de créer des moules qui sont très précis, comme vous le voyez hein, au résultat à droite, ça permet de tenir en température. Et en plus de ça, en fait, ce qui est intéressant sur les moules en polymère par rapport aux moules qui sont usinés, c'est que le moule en polymère, vous allez pouvoir en fait comment dire, le modifier ou modifier, on va dire, la texturation, ou en tout cas arriver à de la texturation. Et ça, en termes de coût de développement ou en termes de coût de réalisation pour un moule en polymère, c'est vraiment pas beaucoup par rapport à de la texturation sur un moule usiné où là, bah, ça va coûter beaucoup plus cher. Donc du coup, toutes ces idées-là, elles sont intéressantes et en tout cas, la stéréolithographie permet d'atteindre, ou en tout cas de réaliser ce genre de travaux. Donc ça, c'est intéressant.
Et enfin, ça, c'est plus, on va dire, industriel. Donc, c'est l'entreprise Pankel Racing System. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une entreprise internationale qui est basée notamment, enfin, en tout cas, eux sont basés en Autriche. Et en fait, eux, ce qu'ils font, c'est des composants pour moteurs de automobiles ou motos de haute performance. Et donc eux, la problématique qu'ils ont, c'est que ils doivent réaliser en fait des séries pour des constructeurs qui leur demandent de réaliser des séries, mais pour le coup, en fait, ils doivent réaliser des pièces, des séries de 10, 20 000 pièces, euh, et du coup changer leur ligne de fabrication après chaque demande. En fait, le problème, c'est que à chaque pièce qui est réalisée, ils doivent faire des porte-pièces, comme vous le voyez à gauche de l'écran, qui sont propres à la pièce demandée par leur client. Et donc, du coup, le problème, c'est que finalement, ils devaient réaliser ces porte-pièces. Au début, il les réalisait en sous-traitance. Ce qui se passait, c'est qu'il y avait des délais très longs de développement parce que voilà, ils devaient les envoyer et ensuite les récupérer. Parfois, bah, le design n'allait pas et donc du coup, bah, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont mis l'impression 3D en interne et ils ont choisi la résine haute résistance, donc la TUF de Formlabs, qui répondait parfaitement en fait aux contraintes qui étaient liées à leur ligne de production. Et donc du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réalisé ces pièces-là en interne. Et en fait, bah, comme vous le voyez, ils ont enfin, ces réalisations de pièces enfin, plastiques, en tout cas polymères, hein. C'est-à-dire que eux, avant, ces pièces-là, ils les réalisaient en usinage. Ben, ça a réduit des coûts, mais de manière phénoménale et des délais. Enfin voilà, il y a pas photo quoi. Et ces pièces-là, en fait, voilà, elles passent dans les circuits de fabrication et ça leur a permis en fait de réduire leurs coûts de manière assez importante. Donc voilà, ça c'est pour des cas d'application. C'est les trois que je vous ai sélectionnés aujourd'hui. Il y en a d'autres, hein, donc si vous voulez, on pourra ensuite discuter. Donc voilà, c'est la fin de la présentation. J'espère que ça a été en tout cas ça vous a éclairé sur la technologie, sur ses avantages, ses inconvénients. Et maintenant, je vais laisser Florian modérer la partie questions-réponses. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Lucas pour ton propos très clair et puis d'avoir pris un peu plus de temps pour aussi nous présenter des cas d'application. Je pense que c'était effectivement pertinent. Euh, je vous propose de prendre et d'ouvrir vos micros, vos micros, vos webcams, ce que vous souhaitez, ou par le chat. Pendant la présentation, il y a déjà eu quelques petites questions. On va commencer par peut-être celle qui a été posée par Pascal. Il a effectivement indiqué un intérêt pour les matériaux pour faire de la cire perdue. Est-ce que Lucas, tu peux peut-être nous préciser un peu le fonctionnement des matériaux castables Oui, ou calcinables pour qu'on puisse éclairer un oui, peu Pascal. ouais, tout à fait. Je vais juste reprendre, ça va peut-être un peu faire mal à la tête. Je vais essayer de remonter la présentation. Donc ici en joaillerie, il y a enfin ouais. Donc les matériaux, en fait, les matériaux calcinables, pour répondre à la question de Pascal, en fait, c'est vous avez des matériaux qui sont disponibles. Ce qu'on va vous demander de faire, c'est d'imprimer votre objet, donc en l'occurrence un bijou, donc en matériaux calcinables. Et ensuite, une fois que ça c'est imprimé, bah, du coup, bah, vous allez l'envoyer à votre fondeur qui va le mettre sur un arbre à couler et ensuite ça va le couler et par le procédé de fonte à cire perdue, bah, vous allez avoir ensuite votre pièce qui est réalisée. Par contre, ce qui est important, c'est de en fait connaître les guides d'utilisation de ces matériaux-là, parce qu'on a des matériaux qui sont différents, on a des matériaux qui sont uniquement de la cire, on en a d'autres qui sont bah, de la résine mélangée à de la cire. Donc en fait, les fondeurs, on va dire, ils ont leur propre technique, donc c'est toujours intéressant d'aller les voir et de savoir comment eux peuvent vous aider aussi dans la réalisation de ces matériaux. Et donc ça, c'est plus pour la partie technique. Après, pour la partie réalisation en joaillerie, moi, ce qu'on conseille toujours, c'est que vu que dans la stéréolithographie, vous avez souvent des supports, on va vous demander de réaliser votre pièce et vos supports personnalisés. C'est-à-dire que vous allez vous-même, avec votre logiciel, Rhino Gold,
ou d'autres, réalisez ou en tout cas dessinez vous-même vos supports pour en fait optimiser la coulée. Et c'est ce qu'on retrouve dans la pièce en bas à gauche bleue, où là on vous demande, enfin vous voyez que le support avec le petit logo Formlabs, ben ça c'est un support qui a été réalisé afin d'éviter que le logiciel de préimpression réalise des supports et donc du coup que vous ayez des traces sur vos bijoux qui peuvent se retrouver à la coulée d'un autre d'un métaux ou d'un métal pardon ou d'un alliage. Voilà, je ne sais pas si je réponds à la question. Est-ce que du coup, Pascal, ça peut répondre à ta question? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, Oui, parfait. Oui, donc en fait, je fais des pièces en aluminium. Donc, je fonds moi-même mon aluminium et je fabrique mes pièces comme ça. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal lorsque j'ai besoin d'une pièce spécifique de pouvoir mouler des pièces en PLA et euh, pouvoir fondre ensuite, enfin faire mon moule avec. ok. Donc Euh, le principe effectivement de la cire perdue, c'est quelque chose qui serait pour moi idéal. Ok, ben, Pascal, enfin, ça tombe bien que vous soyez là parce que, en gros, Formlabs, nous, on a un livre blanc là-dessus. C'est-à-dire qu'on a un livre blanc sur la fabrication de pièces métalliques en stéréolithographie, enfin, avec l'impression 3D. Donc, si vous voulez, par la suite du webinaire, on pourra vous envoyer le contenu où on vous explique en fait comment dessiner vos pièces et comment les réaliser en fonte pour des pièces métalliques. Donc, on a le contenu pour vous sans problème. On vous l'enverra juste après, Bah, merci beaucoup. sans souci. Merci Lucas pour cette précision. Alors, on a d'autres questions qui sont apparues sur le chat. Tu as évoqué donc des résines euh, Tauf, alors là, il Tof, faudra ouais. peut-être nous éclairer, Toff. Ouais. Du coup, on a une question sur quelles sont les différences justement par rapport à ces résines. On a des résines TOG 1500 ou 2000. Mhm. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, bien sûr. C'est dommage que je l'ai pas là. Bon, ben là, c'est pour le coup, mais alors, désolé, ouais, en effet, tough, donc ça veut dire dur en fait en anglais. C'est un peu compliqué pour nous francophones à le dire, je vous l'accorde. On a voulu le traduire en français, mais bon, ça n'a pas pu être possible, donc on reste sur tough. Donc en fait, on a la tough. On a la TOF 1500 et la TOF 2000, en effet, qui sont des nouvelles résines qui sont sorties. Donc, celles-ci font partie de la gamme de matériaux TOF et durables. Donc, en fait, ces matériaux-là, c'est des matériaux techniques et ingénierie de Formlabs. En fait, la différence entre TOF 1500 et TOF 2000, ça va être leur module d'élasticité. C'est-à-dire que 1500, ça correspond au module d'élasticité en mégapascal de la TOF 1500 et 2000, exactement la même chose. Et donc, en fait, ce qui va différencier les matériaux, ça va être on va dire, leur dureté, que ce soit en termes de surface, et leur élasticité, donc c'est-à-dire la propension à se déformer et leur propension à revenir dans leur forme initiale à une certaine vitesse. Et donc du coup, la TOF, vous allez être sur un matériau qui est très dur et qui va en fait peut se déformer. La TOF 1500, ça va être un matériau qui va se déformer et qui va revenir dans sa forme initiale assez rapidement. La TOF 2000, encore plus. Et en fait, la durable, c'est, on va dire, un matériau qui est très souple et qui va mettre beaucoup plus de temps à revenir à sa forme initiale. Et donc, du coup, si ça intéresse certains, on pourra très bien refaire un webinaire sur ces matériaux-là pour vraiment vous expliquer la différence. Mais en effet, la différence entre ces matériaux-là, ça va être le module d'élasticité et ça va être leur propension à se déformer ou non. Et la manière, enfin leur propension à revenir dans leur forme initiale, et à quelle vitesse. Voilà. Donc ça, c'est pertinent si jamais en fait, vous avez des pièces que vous souhaitez assembler.
Si vous souhaitez les emmancher, s'il y a du clipsage, bah, du coup, vous allez regarder si le matériau il se déforme et revient à sa forme initiale pour que vraiment le clipsage soit pertinent. Et en effet, si vous avez par exemple des guides de perçage ou des pièces qui sont assemblées, bah, vous allez regarder dans quelle mesure le matériau se déforme, et s'il se déforme trop, bah, à un moment, bah, la pièce va être défaillante et donc du coup, bah, votre assemblage il pourra plus servir. Donc en fait, c'est dans ces nuances-là que se différencie la TOF de la TOF 1500, de la TOF 2000, de la durable. Voilà. Et pour rappel, juste la TOF 2000, ça va être un remplacement de la TOF. C'est-à-dire qu'à terme, la TOF, aujourd'hui c'est la version 5, la TOF ne va plus exister et la TOF 2000 est une reformulation de la TOF. Donc maintenant, la gamme des matériaux durables et TOF, c'est TOF 1500, TOF 2000 et durable. Voilà. Et si vous le souhaitez, on fera un webinaire sur ces trois matériaux pour les différencier et pour vous expliquer en quoi ils sont plus pertinents pour une application qu'une autre. Très bonne idée, Lucas. On prend note de cette proposition et je pense qu'on planifiera ça dans les prochains jours. Parfait. Merci pour la précision. Alors, on a une question qui peut-être peut se relier, à savoir s'il y a une résine qui se rapprocherait de la qualité du nylon, notamment pour refaire des pignons. Pour refaire Des pignons, alors, des pièces mécaniques. on n'a pas de résine qui se rapproche du nylon, malheureusement. Après, ce qui est intéressant, c'est que Formlabs va sortir une solution SLS et donc du coup, on utilisera en effet du PA12. Et donc du coup, pour l'instant, non, on n'a pas de résine, on n'a pas de résine qui se rapproche des propriétés mécaniques du nylon. Après, j'imagine que la personne fait référence au PA11 ou au PA12, mais de toute façon, Formlabs aura la réponse avec sa solution SLS qui est Fuse One. Ok, merci Lucas. Alors du coup, tout à l'heure, il y a une question donc sur la fonte à modèle perdu. Du coup, je vous ai rajouté dans le chat le lien pour pouvoir le télécharger. Donc comme ça, vous pouvez le retrouver directement. Euh, on a eu également des questions donc sur la nature des résines. Tout à l'heure, on comparait différentes technologies. Est-ce qu'il s'agit des mêmes résines dans les technologies DLP et SLA? Généralement, on a les mêmes bases, hein, comme je vous l'ai expliqué au début, donc à savoir les monomères et photoinitiateurs. Ça, c'est vraiment la base parce que sinon, on ne peut pas polymériser. Ensuite, bien évidemment, chaque constructeur a sa propre formulation qui permet d'atteindre les propriétés mécaniques de chacune. Ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, le standard dans les résines, que ce soit sur du DLP ou du SLA, c'est que les résines sont photopolymérisées à 405 nanomètres de longueur d'onde UV. Donc du coup, généralement, c'est le standard de l'industrie, c'est que toutes ces résines-là, généralement, polymérisent autour de 405 nanomètres en longueur d'onde. Voilà. Merci pour cette précision. Alors, du coup, si vous avez d'autres questions, allez-y, profitez-en. Alors, on a une question qui est apparue également de Franck, à savoir quel est le budget pour un équipement complet. Donc, peut-être rappeler qu'est-ce qu'on entend par équipement complet et voir si tu peux nous préciser les Oui. notions tarifaires. Oui, bien sûr. Alors, dépendant du constructeur, ça peut beaucoup varier, mais en tout cas, Formlabs, l'équipement complet, il comprend la machine, donc avec une plateforme de fabrication, 1 litre de résine. Vous avez un kit de finition, vous avez FormWash et FormCure, qui sont les deux modules de post-traitement automatisés qui vous permettent d'automatiser le post-traitement. Et donc, du coup, ce pack complet, il est autour de 6 000 € hors taxe. Après, dépendant aussi du service que vous pouvez prendre autour, que je vous conseille hein, généralement, parce que comme ça, au moins, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et si vous avez besoin de formation, encore mieux. Mais voilà, c'est 6 000 € hors taxe. Et ça comprend aussi la solution logicielle Preform, qui est comment dire, le logiciel de Slicer. Et donc, du coup, ça, c'est aussi inclus dedans. Donc voilà, 6 000 € hors taxe par rapport à la qualité des pièces que vous réalisez et par rapport au nombre d'applications que vous pouvez toucher avec la même machine, c'est vraiment très abordable.
Alors, est-ce qu'on a d'autres questions par rapport à tout ça, qu'on en profite tant qu'on est tous ensemble? Florian, je sais Alors pas. oui, Ouais. donc tu as évoqué des catégories de résine. Oui, Oui, pardon, ouais. Je sais pas, oui, j'avais tu pas. m'entends? Ouais, je vous entends, ouais. Enfin, je t'entends. Une petite coupure. Alors du coup, on a une question de Julien concernant la partie donc de biocompatibilité. Oui. Tu as évoqué des classes de biocompatibilité. Est-ce qu'on peut peut-être clarifier ça et, et rappeler les résines qui permettent de faire des applications Oui, médicales? tout à fait. Alors, en tout cas, nous, dans nos solutions, on a deux types de résines biocompatibles. On a la Dental SG, que vous voyez à gauche de l'écran, qui est biocompatible de classe 1. Donc, les résines, enfin, le biocompatible de classe 1, ça signifie que le matériau, une fois qu'il a été en autoclave, donc stérilisé, il peut être en contact avec les muqueuses ou la peau pas plus de 24 heures. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez pas avoir le matériau en contact plus de 24 heures. Voilà, ça c'est le biocompatible de classe 1. Ensuite, on a le biocompatible de classe 2A. Et là, c'est ce qu'on retrouve pour le matériau dental LT Clear. Et de classe 2A, là, ça peut monter jusqu'à 1 an en contact avec les muqueuses ou la peau, dépendant de l'utilisation, bien évidemment, que vous avez avec l'appareil. Mais en tout cas, voilà, ce sont ces deux classes-là qu'on a pour l'instant avec nos matériaux. Une petite précision, c'est que, en tout cas, Formlabs, donc, on a quand même des certifications pour certains types d'applications. On ne peut malheureusement pas promouvoir l'usage de matériaux biocompatibles en dehors des certifications qui ont été apportées à ce matériau-là. Donc du coup, si vous travaillez dans le milieu médical, hospitalier, dentaire, je vous conseille quand même toujours de regarder vos certifications en interne pour savoir si en effet elles correspondent aux certifications qu'on a apportées aux matériaux. Généralement, dans les hôpitaux, vous avez comment dire, des machines qui permettent de stériliser en autoclave ou au rayon gamma. Donc du coup, c'est des choses qui sont possibles de faire avec des matériaux biocompatibles. Mais encore une fois, je vous invite à regarder les fiches techniques de ces matériaux-là. Merci, j'espère que Julien on a répondu à ta question. N'hésite pas à poser des questions complémentaires si nécessaire. Euh, on a évoqué aussi sur d'autres classrooms la question de la sécurité. Donc, en fonction des gammes de machines et en fonction des fabricants, quelles sont les recommandations concernant l'utilisation des résines qui seraient importantes à connaître avant de se lancer? Alors, c'est une très bonne question. La sécurité, c'est très important et on considère beaucoup. Enfin, en tout cas, avec nos solutions, on conseillera toujours de manipuler les solutions avec des gants. Et ces gants-là, de toute façon, vous les retrouvez dans le carton avec la machine. Donc ça, on vous les fournit, les gants. Et après, pour ce qui est des résines, vous pouvez mettre un masque. Un masque, c'est généralement le plus conseillé. Et enfin, le lavage des pièces se fait généralement soit avec de l'alcool isopropylique, soit avec un autre solvant. Et là, on est en train de trouver une autre solution qui correspond à des restrictions moindres par les comités CHSCT, enfin hygiène et sécurité, CHSCT. Je vais y arriver. Et nous, on conseillera toujours, vu que c'est des alcools qui sont assez volatiles, de mettre en fait ces modules de post-traitement dans des endroits ventilés afin de ne pas se retrouver avec des odeurs nauséabondes dans l'ensemble de la pièce. Donc, je conseillerais toujours, moi, comment dire, de mettre la machine et l'ensemble des modules dans un espace dédié et ventilé afin de recourir à aucun risque. Merci Lucas pour ces précisions. Du coup, on arrive donc sur la fin de ce live. Si vous avez encore des questions ou des remarques ou des partages d'expérience, c'est le moment de le partager. Alors oui, on avait une question de Alain. Alors par rapport au post-traitement, est-ce qu'il existe des solutions alternatives au four UV? Donc il évoquait le fait de pouvoir laisser la pièce en dehors pour une polymérisation plus naturelle.
Alors bien évidemment, si vous la laissez au soleil, la pièce, en effet, elle va polymériser. Le problème, en fait, dans ce système-là, c'est que vous maîtrisez pas le principe de polymérisation. Et généralement, le soleil, enfin, comme je vous l'ai dit précédemment, donc les résines, en tout cas Formlabs, elles polymérisent à 405 nanomètres. Le soleil, il couvre un plus large spectre UV et donc du coup, bah, vous n'allez pas pouvoir en fait, comment dire, maîtriser le processus de polymérisation et donc du coup, les propriétés mécaniques des matériaux, à un moment, bah, en fait, elles seront pas accentuées, mais vu que le matériau sera beaucoup plus solide et beaucoup plus dur, bah, il peut être à la fin plus cassant. C'est pas parce que vous allez le laisser le plus longtemps possible aux UV qu'il va devenir le plus résistant possible. Ça, c'est faux, parce qu'à un moment, le matériau il va tellement se polymériser qu'au final, il va en devenir cassant. Donc non, moi je dirais que la solution naturelle, en effet, bon, enfin, c'est bien si vous souhaitez ne pas utiliser de machine, mais si vous souhaitez retrouver le meilleur état de surface et les meilleures propriétés mécaniques des matériaux, il vaut mieux suivre nos indications plutôt que de laisser vos pièces au soleil. On a aussi des remarques et des questions concernant le positionnement tarifaire de la technologie résine. Aujourd'hui, comment se situe Formlabs par rapport aux acteurs de l'impression 3D sur la polymérisation de manière générale? Euh, alors, comment répondre à cette question? Ce qu'il y a, c'est que dans l'impression 3D, en résine en tout cas, il y a beaucoup de choses qui se font. Et en fait, il y a beaucoup d'acteurs et finalement, ben, nous, on se retrouve pour moi, enfin, en tout cas, le positionnement de Formlab, c'est d'avoir une qualité industrielle des pièces, mais à un prix très abordable. On a des machines DLP de constructeurs asiatiques qui sont à très bas prix, que vous pouvez avoir pour 400 euros. Nous, en fait, le prix est justifié parce que vous avez l'écosystème Formlabs, c'est-à-dire que euh, vous avez d'une part les utilisateurs, sur la communauté d'utilisateurs sur lequel vous pouvez vous appuyer. On a des équipes, on développe nous-mêmes nos matériaux, on développe nous-mêmes nos machines, on fait en sorte d'apporter du contenu. On a un système qui est fermé où on développe aussi le logiciel. Donc du coup, l'utilisateur, il est pris en main de A à Z. Et ça, c'est des choses que vous ne pouvez pas forcément retrouver chez d'autres constructeurs. Et c'est pour ça qu'en fait, nous, on a cette tarification-là, c'est parce que on vous accompagne aussi de bout en bout dans votre expérience avec la machine. On essaie de faire en sorte que vous ayez l'expérience la plus positive avec la machine. Et donc, du coup, c'est pour ça que on n'est pas au niveau des prix de constructeurs en DLP asiatiques, et on n'est pas non plus au niveau des prix des SLA un peu plus industriels, parce qu'on est vraiment un entre-deux. Du coup, tu évoquais une chaîne complète, c'est-à-dire qu'il y a un trancheur qui est intégré dans ce que tu appelles l'écosystème. Exactement, ouais. Exactement. Le trancheur s'appelle Preform. Il est en libre téléchargement. Je vous conseille de le télécharger, de regarder comment ça se comporte et vous verrez que avec c'est d'ailleurs la partie la plus importante, hein, c'est la configuration d'impression parce que une fois que ça imprime, bah, c'est l'imprimante qui fait le travail. Donc, ce qui va être important, c'est la configuration d'impression et en effet, plus le logiciel va être intuitif et plus il va être facile pour vous de configurer. Et c'est ce qu'on retrouve sur Preform, c'est-à-dire qu'il y a certains slicers qui ont mais alors beaucoup de paramètres. Vous allez pouvoir paramétrer vraiment le tout et n'importe quoi. Nous, Preform, on a décidé de faire en sorte qu'il y ait des paramètres, en effet, qu'il n'y en ait pas pléthore, parce que si on se plonge dans le paramétrage d'une impression, après, en termes de support technique, nous, on va avoir du mal à vraiment vous guider dans dans cette, euh, dans ce support technique-là. Donc c'est pour ça que on a voulu faire en sorte que nos solutions soient intuitives et qu'elles nous permettent de vous guider au mieux et d'avoir les réponses les plus précises et les plus rapides si jamais vous avez une question par rapport à nos solutions. Et Preform, ça a été développé par Formlabs et en effet, ça répond au principe d'intuitivité de la configuration d'une impression. Et je vous invite vraiment à regarder ce que le logiciel vous propose. Bien, on va rajouter le lien avant la fin du live pour que vous puissiez voir effectivement comment télécharger ce logiciel de Slicer accessible. On a des questions côté matériaux qui sont apparues, donc une question de Marc concernant une résine céramique. Est-ce que c'est quelque chose qui est d'actualité chez Formlabs?
Alors, on a sorti une résine céramique qui faisait partie de notre plateforme de matériaux expérimentaux qui s'appelle FormX. Et en fait, la résine céramique est disponible. Elle est uniquement disponible sur le canal de distribution direct de Formlabs parce que, en fait, c'est un matériau qui est assez capricieux et qui demande quand même un certain. La courbe, on va dire, d'apprentissage avec ce matériau est assez longue. C'est-à-dire que vu qu'on est sur de la céramique, ben, vous avez aussi le post-traitement en four avec toute la réticulation que ça implique. Et donc du coup c'est disponible, mais c'est un matériau qui est quand même compliqué à prendre en main. D'accord, merci. On a aussi une question côté charge. Est-ce qu'il y a des matériaux qui sont chargés en fibre ou j'imagine, En enfin poudre. des matériaux composites de manière générale? Oui, tout à fait, ouais, tout à fait. Alors on a un nouveau matériau qui est la résine rigide, qui porte très bien son nom, qui est chargée en poudre de verre. Elle n'est pas chargée en fibre, elle est chargée en poudre de verre. Et je pourrais vous donner les détails concernant ça, le taux. Et en gros, on a une résine en effet qui est chargée en poudre de verre, donc elle est généralement utilisée pour tout ce qui est boîtier électronique. Alors, en effet, son module de flexion, enfin, je veux dire, c'est un matériau enfin, en tout cas, qui fléchit très peu, d'où son nom. Et donc, du coup, ça peut être aussi pertinent pour tout ce qui est, comment dire, boîtiers qui ont des parois fines ou tout ce qui est tubulure ou des choses comme ça. Après, encore une fois, il y a tellement d'applications que ça peut répondre à votre application, même si c'est pas du tout en lien avec ce que je viens de dire. Enfin, on peut vous envoyer la fiche technique de ce matériau également, sans problème. Parfait, bah merci, merci Lucas pour ces dernières précisions. Merci à vous pour l'ensemble des questions que vous avez suggérées. On va mettre fin à ce live pour aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il sera donc rediffusé sur YouTube. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin sur la connaissance des technologies d'impression résine, vous avez pour les utilisateurs de la collection industrie un module qui s'appelle donc impression 3D SLA, sur lequel vous pourrez revenir sur à la fois l'aspect chimie, l'aspect mécanique, les applications et tout ce qu'il faut savoir sur la technologie. Et c'est là, donc l'aventure continue. Merci Lucas pour ton live. Merci, en tout cas j'espère qu'on t'a offert aussi une jolie occasion de socialisation. Et du coup, je te dis à très bientôt donc pour pouvoir traiter peut-être d'autres sujets côté matériaux, parce que c'est apparemment un sujet qui a soulevé des questions. Et je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. On se retrouve demain, demain pour deux nouveaux lives. On parlera donc sécurité. On a un petit peu évoqué le sujet aujourd'hui. On a demandé à un expert de l'aspect HSE de nous éclairer sur toutes les précautions et les normes qui concernent l'impression 3D. Et on aura également une intervention qui parlera des bonnes pratiques de tranchage. Et donc ça, c'est tout ce qui nous attend pour la fin de la semaine. Et aussi, on demandera à notre intervenant François de nous parler des différents acteurs de l'impression 3D. Eh bien, merci encore Lucas et merci à Merci. tous. Merci à tous. Bon après-midi.